Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en matière d'alimentation, la tendance est actuellement au régime sans. On va manger sans gluten, sans produits animaux, sans food maps, sans glucides ou encore sans produits laitiers. Mais attention, sauf cas particulier, exclure ces aliments sur du long terme, ça peut être dangereux pour notre santé. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Aujourd'hui en France, nous serions près de 14% à suivre un régime d'exclusion, hors prescription médicale, si on en croit une enquête du magazine Que Choisir. Alors dans certains cas, ce sont les médias sociaux qui vont influencer notre choix. C'est vrai que sur Internet, on trouve de nombreux influenceurs qui s'improvisent nutritionnistes et qui vont faire notamment la promotion de ces régimes sans et de leurs soi-disant bienfaits pour notre santé, ce qui n'est pas pour réjouir bien sûr mes invités qui eux sont des vrais spécialistes de l'alimentation et qui se désolent de certaines dérives de ces modes alimentaires. Bruno Méret, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de La Santé d'abord. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur en biochimie, consultant en micronutrition et auteur de Défendez-vous aux éditions Solar et maîtrisez votre protocole santé aux éditions Résurgence. Christian Boyer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diététicien, nutritionniste de formation, vous êtes également docteur en biologie de la santé, physiologie humaine, expert en micronutrition et en santé digestive et vous exercez à Clermont-Ferrand et on vient du monde entier vous consulter, à Bruno aussi. Donc merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau de La Santé d'abord. Alors pour bien planter le décor, nous nous sommes rendus à Marseille afin de savoir ce que les Français pensent de ces régimes sans. C'est un reportage de Damien Desmier. Non, j'ai jamais suivi de régime alimentaire. Oui, je suis végétarienne. Je mange de tout, je cuisine pas beaucoup de viande, mais quand je suis au restaurant, j'en prends souvent. Je pense que c'est bien d'avoir un régime alimentaire équilibré dans la durée aussi. Je pense que les conseils que j'ai entendus étaient toujours valides. Enfin, c'est des trucs genre manger 5 fruits et légumes par jour, manger des produits laitiers, essayer de manger correctement. Pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est des choses vraiment que je me souviens d'avoir vu à la télé, même petite, sur les chaînes de dessins animés ou ce genre de choses. Oui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on peut trouver tout et n'importe quoi comme information. Donc je dirais qu'il faut quand même faire attention sur les sources quand on cherche l'information pour suivre des conseils de personnes qui sont diplômées. Je pense qu'il y a beaucoup de comptes pros qui se mobilisent justement pour permettre à plein de personnes, pour vulgariser des sujets sur l'alimentation. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'applis qui se sont développées aussi, type Yuka ou les Nutri-Score, ce genre de choses où je sais pas trop ce que ça vaut. Selon les réseaux sociaux et selon, je pense, les boucles dans lesquelles on est et les comptes qu'on suit, on peut facilement avoir des fausses infos là-dessus. Mais attention aux idées reçues, aux fausses informations, on en trouve beaucoup aujourd'hui sur Internet notamment. Alors, je ne vous apprends rien, le régime d'exclusion le plus populaire aujourd'hui, c'est le régime végétarien. Environ 2% des Français et en majorité des jeunes de moins de 30 ans ont choisi d'exclure totalement ou en partie les protéines animales de leur alimentation. On peut dire quand même que la France est un pays, Bruno, qui résiste encore à cette tendance végétarienne. En Allemagne, par exemple, il y aurait 6 fois plus de végétariens. Non, je ne sais pas si le terme résiste est à propos, mais oui, je suis un peu surpris quand même de toutes ces statistiques. Moi, j'ai l'impression de rencontrer plus de gens qui sont dans des dynamiques d'exclusion alimentaire. Peut-être je suis biaisé dans ce qu'on appelle recul. Ce qui est aussi, c'est qu'il y a différentes façons de pratiquer le végétarisme, qui, je le rappelle, est un régime qui est loin d'être une pratique récente. C'est un régime qui était très publicité à l'époque de la Grèce antique. Pythagore est d'ailleurs considéré comme le père du végétarisme. Albert Einstein, Gandhi, Léonard de Vinci étaient végétariens. Mais on peut le pratiquer de façon différente. On appelle ovo-végétarien, ovo-lacto-végétarien. Donc ovo, par exemple, on garde en effet les œufs. Ovo-lacto, on garde les produits laitiers et les œufs, etc. Ça se décline sous plein de... On va dire pesco aussi, pesco-végétarien, etc. Donc en effet, on peut pratiquer là, on garde les poissons, plus ou moins... jusqu'au végétalisme végétalien, où là, on consomme que des produits d'origine végétale. C'est ça.
Alors, pourquoi les Français ont-ils décidé de bannir ou de limiter les protéines animales de leur alimentation? D'abord pour des raisons éthiques, 70%. Ensuite pour des raisons de santé, 65%. Et enfin pour des raisons écologiques, 60%. Alors, les arguments éthiques et écologiques, OK, on peut tout à fait les entendre. En revanche, être végétarien ou végétalien pour des raisons de santé, là, c'est un peu plus discutable. Oui, alors... Les études, quand même, on pourra en discuter, mais les études montrent quand même qu'un régime végétarien est quand même plutôt un régime santé. Dans les grandes lignes, c'est quand même, ça bénéficie sur le plan cardiovasculaire, sur pas mal de choses. Mais après, c'est vrai qu'on va en reparler peut-être après, il y a pas mal de problématiques sous-jacentes qui peuvent apparaître, notamment certaines carences, dont on reparlera par la suite. Alors justement, non, on va parler tout de suite de ces carences. Carences en vitamine B12. B12, oui, classiquement. Ouais. Donc, mais qui est... Quand on la connaît, mais elle n'est pas toujours bien, on va dire, compensée, justement, chez un régime végétarien. On voit très souvent des végétariens qui font ça plus ou moins bien, donc ça, c'est déjà important. Et comment savoir si on est carencé en vitamine B12 au niveau des signes cliniques, des symptômes? Quand la carence est vraiment profonde, il y a des signes neuro qui peuvent apparaître, des fourmillements, des paresthésies, des choses... Mais quand même, il faut que ça soit déjà bien avancé. Par contre, il peut y avoir des troubles fonctionnels qui ne sont pas trop, on va dire, visibles cliniquement, mais qui sont déjà des problématiques, plus, on va dire, fonctionnelles. Et qui peuvent entraîner des dysfonctionnements plus graves par la suite. Voilà, oui. Ouais. Qui peuvent entraîner des problématiques, on va dire, de détox, par exemple. Mais pour aller vraiment vers une carence profonde, il faut quand même... Faut y aller, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres carences aussi liées au végétarisme, en dehors de la carence en vitamine B12? Le fer, classiquement aussi, ça fait évidemment une grande composante, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'iode, il y a le zinc, il y a la vitamine D, la vitamine A aussi. Donc il y a quand même tout un contexte, ce qu'on appelle micronutritionnel, qui est important sur lequel il faut être vigilant quand on est dans le régime végétarien. Voilà, c'est un petit peu le message à retenir. Pas hésiter à faire des bilans. Il y a aussi la question des protéines. Nous avons besoin d'une certaine quantité de protéines par jour pour aider notre organisme à bien fonctionner. Et malheureusement, les protéines animales et végétales ne se valent pas forcément sur un plan nutritionnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une grande thématique dans le régime végétarien, c'est de dire qu'il faut équilibrer les sources alimentaires, céréales, légumineuses par exemple, et que c'est très important de les équilibrer à chaque repas, etc. Ça, c'est un peu un mythe, justement, parce qu'on est là un peu pour casser des mythes. Par contre, les quantités, c'est vrai qu'on montre que c'est une vraie problématique. Sur les apports des végétariens sont moindres en protéines, et ça, c'est une vraie thématique sur laquelle il faut être vigilant. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur le soja, le tofu, notamment, qui peut être une bonne alternative aux protéines animales, parce que là, pour le coup, c'est une protéine complète, alors que c'est vrai que dans les légumineuses, on ne va pas forcément trouver tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire les acides aminés que le corps ne sait pas fabriquer. Et c'est vrai que depuis des années, ce fameux soja traîne derrière lui une mauvaise réputation. Il augmenterait le risque du cancer du sein, il pourrait dérégler la thyroïde. Donc j'aimerais qu'on réhabilite un peu cet aliment qui en réalité peut avoir de nombreux bénéfices pour la santé. Effectivement, le soja, il a un peu mauvaise presse, on va dire. Donc on lui donne, à mon avis, on en parle beaucoup à tort. Et donc effectivement, on sait que le soja contient des phytoœstrogènes dedans. Et quand on parle phytoœstrogènes, tout de suite, on a le mot œstrogène et on pense au cancer. Voilà, hormones. Et on a peur, on se dit, mince, ça va nous donner un cancer, le cancer du sein, surtout la femme, des fois, qui se sent concernée et qui est inquiétée par sa consommation de soja. Alors qu'en fait, on sait, les études l'ont montré, les phytoœstrogènes, donc ce sont des isoflavones qu'on retrouve dans le soja, ont un effet modulateur des œstrogènes. Donc c'est-à-dire un effet protecteur finalement contre les cancers du sein. Exactement. On a plutôt, quand on regarde les études, on a plutôt des effets protecteurs qui sont mis en avant. D'ailleurs, il y a des populations comme les populations asiatiques, les Japonais ou d'autres qui consomment beaucoup de soja, et on a des taux de cancer du sein qui sont bien plus bas chez ces populations-là. Et puis effectivement, il y a aussi cette histoire que ça serait un aliment goitrogène, ça pourrait engendrer des troubles thyroïdiens. Alors il faut en consommer quand même des quantités assez importantes pour que ça pose problème. Et ça pose problème surtout aux gens qui sont déjà carencés en iode. Quelqu'un qui a un bon statut en iode qui n'est pas carencé, il n'aura aucun problème à consommer de temps en temps du soja. D'accord. Alors certains semblent avoir trouvé le compromis dans le flexitarisme, c'est-à-dire que la base de l'alimentation reste des produits végétaux, mais on y ajoute des quantités modérées de poissons, volailles, des œufs, des produits laitiers et occasionnellement un peu de viande rouge. Et si c'était la solution, la réponse avec le docteur Anaël David.
Nous, on a un centre mutualiste de l'obésité qui suit beaucoup de patients donc, qui souffrent de cette pathologie qu'est l'obésité. Et on a souvent une patientèle féminine qui a testé de très nombreux régimes restrictifs et qui arrive dans notre centre avec des troubles du comportement alimentaire. Avant de mettre en place toutes sortes de régimes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de déconnexion aux sensations, qu'il n'y ait pas de troubles du comportement alimentaire, sinon ces régimes sont totalement voués à l'échec. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne parle plus de régime, mais on parle de mode alimentaire. L'avantage de l'alimentation flexitarienne, c'est qu'elle est moins restrictive qu'une alimentation végane ou une alimentation végétarienne. Et éthiquement aujourd'hui, elle correspond bien à la société. Donc dans un premier temps, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un interrogatoire qui est assez poussé et on va venir ce qu'on appelle phénotyper le patient, c'est-à-dire comprendre pourquoi il souffre de cette pathologie. On va travailler en équipe avec des psychologues et des diététiciennes et des infirmières pour réapprendre aux patients à manger, pour se reconnecter avec leurs sensations physiologiques de base qui sont la faim et la satiété. Il faut essayer également de resensibiliser les gens, mais surtout ce qui est à faire, c'est, dans une société comme la nôtre, prendre le temps de manger, manger quand on a faim, arrêter de manger quand on n'a pas faim, ça évite les grignotages, etc. Donc oui, globalement, une fois qu'on a travaillé tout ça, on va se diriger vers cette alimentation flexitarienne. Ah, donc des rappels importants, hein. Certaines évidemment des précautions à prendre avant de se lancer dans ce type de régime qui évidemment ne va pas convenir à tout le monde. Alors, on a parlé du végétarisme, parlons d'un autre régime d'exclusion qui est beaucoup plus récent mais qui est très tendance en ce moment, c'est le régime sans gluten. D'abord, peut-être rappelons ce qu'est le gluten et dans quels aliments on le trouve principalement. Christian. Alors le gluten, c'est une association en fait de protéines. On a les prolamines et puis la gluténine. Et donc la prolamine du blé, c'est la gliadine. Et d'ailleurs, c'est cette gliadine-là qui pose problème en cas de maladie cœliaque. Donc quand on parle gluten, on parle vraiment de ça. Et c'est ce gluten-là, on le retrouve notamment donc, dans le blé, mais aussi dans l'orge, le seigle. On a aussi ça dans l'épeautre. Donc on a des teneurs différentes. En fait, le gluten, c'est une protéine qui permet d'attendrir un peu les aliments, c'est ça. Et c'est surtout le problème de ce gluten a été beaucoup transformé ces derniers temps, hein, enfin ces dernières années. C'est ça, effectivement. On a le gluten, ça vient de effectivement de glu, hein, ça forme comme une glu. D'ailleurs, c'est ce qui ça forme cette glu-là au niveau intestinal. Voilà. Ça fait de la colle, c'est pour ça qu'on le tolère pas très bien. Ce qui peut être des fois difficile à digérer. Donc c'est ce qui va permettre au pain en fait d'avoir sa texture, de bien lever. C'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, on a fait des variétés de blé, on les a hybridées, on les a transformées pour qu'elles aient beaucoup de gluten, parce qu'on veut pouvoir produire beaucoup de pain rapidement et qui soit facilement panifiable, donc peut-être au détriment aussi du coup de la santé et des qualités du blé en lui-même. Donc en dehors de la maladie cœliaque, donc, qui est une allergie à la gliadine, hein, vous en avez parlé, on peut aussi avoir des hypersensibilités au gluten, sans que ce soit forcément une pathologie. Comment ça va se traduire, ça? Comment on peut savoir si on ne supporte pas bien le gluten? C'est vrai que alors, on a effectivement la maladie cœliaque qui, elle peut être diagnostiquée, on va dire, un petit peu plus facilement. On peut doser les anticorps antitransglutaminase, par exemple. On voit ça que lorsqu'on fait des biopsies coliques, on voit des endommagements au niveau de la muqueuse du grêle. L'hypersensibilité, on va dire, non cœliaque au gluten, elle, on n'a pas de marqueur précis. Si ce n'est que la personne peut avoir des troubles, que ce soit et digestif et également extradigestif. Ça peut être des douleurs articulaires, de la fatigue, des troubles un peu comme de la dépression, du brouillard mental. La personne a des difficultés à se concentrer. Donc, elle a des réactions au gluten qui peuvent être médiées, par exemple, par le système immunitaire également, mais par d'autres biais. Et cette personne, elle voit que quand elle enlève le gluten, elle a moins ces problèmes-là, elle a moins de troubles digestifs, elle a plus ces signes-là. Dans quel cas précis, vous allez conseiller à vos patients d'exclure le gluten ou de le réduire pendant combien de temps? Et qu'est-ce que pensez de tous ces tests d'hypersensibilité alimentaire concernant notamment le gluten? Moi, j'en pense des bonnes choses. C'est vrai qu'on peut compléter ce que vient de dire Christian en disant que le gluten est responsable de ce qu'on appelle la fameuse porosité intestinale, un concept dont on entend beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. L'intestin qui devient un peu poreux, qui laisse passer pas mal de choses, qui devient inflammatoire, qui est plus étanche. Et donc le gluten, c'est bien montré que c'est un des principaux aliments qui provoque cette porosité. Et le gluten moderne, en tout cas. Le gluten moderne, c'est ça, tout à fait. Et donc il y a des examens qui peuvent permettre de voir cette porosité, donc qui peut être consécutive à un problème d'hypersensibilité au gluten. On peut même doser ce qu'on appelle des immunoglobulines spécifiques à des hypersensibilités au gluten qui ont un certain intérêt, mais il faut toujours voir ça dans une vision globale, quoi. Un peu la clinique, les analyses peuvent nous aider. C'est pas un test, c'est pas comme la maladie cœliaque où c'est hyper simple, c'est un médecin qui fait ça. Là, on est plus dans quelque chose où on va
regarder un peu la qualité de l'intestin et évaluer l'intérêt éventuellement d'une exclusion du gluten, prolongée ou pas. Et voilà. Est-ce que exclure justement le gluten sur du long terme, ça peut être dangereux pour la santé ou pas? Pas vraiment, pas vraiment, sinon ça se saurait, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font. On peut remplacer, voilà, il y a plein d'autres aliments, d'autres céréales qui ne contiennent pas. Tout va dépendre comment on va faire cette éviction. Est-ce qu'on va justement aller vers des aliments santé, voilà, des céréales ou des pseudo-céréales sans gluten, ou est-ce qu'on va se jeter sur... quinoa, amaranth, etc. Voilà. Et oui, alors justement... méfions-nous des produits industriels estampillés sans gluten, ça c'est important de le dire. Parce qu'on dit, OK, je mange sans gluten, je vais aller acheter du pain sans gluten au supermarché, qui sont souvent de très mauvaise qualité nutritionnelle. C'est the message à faire passer. En effet, quand on fait un régime sans gluten, on ne va pas vers des trucs préemballés, des pains ou des pâtisseries ou des madeleines, le tout sans gluten supermarché, aliments hyper transformés. Ça, c'est vraiment à proscrire. Et il y a on me disait, plein d'aliments qui sont sans gluten. On disait le quinoa, le sarrasin, l'amarante, mais aussi les pommes de terre, le riz, les patates douces, le maïs. Alors, autre type de régime sans, dont on commence à parler de plus en plus, c'est le régime sans FODMAP. Les FODMAP, c'est vrai, ce sont des petits sucres qui, en cas de flore déséquilibrée, notamment au niveau de l'intestin grêle, peuvent entraîner des ballonnements et des gaz. C'est des ballonnements assez particuliers. Dans quels aliments allons-nous retrouver ces fameux FODMAPs, Christian? Alors, on les retrouve dans beaucoup d'aliments. Donc, des aliments où on n'en a pas, c'est simple, c'est les graisses, c'est les viandes, le poisson, les œufs, là-dedans, on n'en a pas. Il n'y a pas de FODMAPs. Voilà. Par contre, dans les céréales, on en retrouve, notamment dans le blé. On peut retrouver des fructanes. Donc, des fois, des personnes ont des problèmes avec les fructanes du blé et pas forcément avec le gluten, ça, il faut le savoir. On en trouve aussi dans les lentilles, les légumineuses. On a beaucoup, par exemple, de galacto-oligosaccharides. On en a également dans les fruits, dans plusieurs légumes. Donc, tous les crucifères, ça c'est les choux, les brocolis, fermentescibles, effectivement. L'ail, l'oignon aussi, si vous ne les tolérez pas bien, il y a peut-être des fructanes dedans, une petite intolérance aux FODMAPs. Mais sans oublier le lactose. Oui, sans oublier le lactose, bien sûr, qu'on trouve effectivement dans tous les produits laitiers. Pourquoi ces FODMAPs peuvent-ils entraîner des troubles digestifs chez certaines personnes? Pour plusieurs raisons. C'est souvent une problématique, comme on dit, aussi de microbiote. On parle beaucoup de la dysbiose intestinale, c'est-à-dire une rupture de l'équilibre en fait, de notre microbiote. Et notamment dans les gens qui ont des problèmes de syndrome de l'intestin irritable, il peut y avoir des problématiques en fait, à bien pouvoir digérer ces FODMAP, et surtout en fonction de la flore. Si la personne a un excès, par exemple, de flore de fermentation au niveau colique, ces FODMAP-là vont créer un excès de gaz, un excès de fermentation. Alors, exclure sur du long terme ces aliments riches en FODMAP peut quand même avoir des conséquences sur notre santé. Et je vous propose d'écouter les explications de Sophie Janvier, qui est diététicienne nutritionniste à Paris. Regardez. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Je viens vous voir parce que, en fait, je me plains de douleurs au ventre. Ça peut être intéressant d'aller tester l'alimentation pauvre en FODMAP. C'est une alimentation qui est proposée lorsqu'il y a un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable qui est posé. Autrement dit, quand on a un certain nombre de symptômes digestifs, c'est-à-dire des douleurs abdominales récurrentes, chroniques depuis au moins 3 mois, accompagnées de troubles du transit et en général aussi de ballonnements. Donc il faut faire vraiment ce protocole sur un temps limité, simplement pour se rendre compte si oui ou non on est sensible à ces aliments. Et il faut ensuite examiner catégorie par catégorie de FODMAP, il y en a 5. Quelles sont finalement les catégories qui posent réellement problème? C'est rare que j'ai des patients qui soient intolérants aux 5 catégories de FODMAP, d'accord? C'est pour ça qu'on fait cette phase 2, parce que souvent c'est 2, 3 catégories qui vont poser problème, voire une. Ce protocole, il peut avoir pour inconvénient de réduire trop fortement les fibres. Et les fibres, c'est le carburant de notre microbiote. Quand je suis des patients qui suivent ce protocole pauvre en FODMAP, je leur propose une fiche avec des aliments qui sont à la fois pauvres en FODMAP, mais également riches en fibres, parce qu'il y en a quand même, ce qui va permettre de conserver pendant cette phase d'exclusion un microbiote le plus en forme possible. Donc voilà, ne pas faire sur du long terme. Bon, on a bien compris que ce régime sans FODMAP était très recommandé en cas de SIBO, qui est une pullulation de certains types de bactéries au niveau du grêle. Mais alors justement, quand on souffre de ce type de pathologie ou même de syndrome de côlon irritable, avec lequel les FODMAP peuvent poser un problème, quels sont les aliments que l'on peut consommer le temps du traitement
parce que pauvre en FODMAP, mais quand même riche en fibres, et donc ces fibres qui vont aller nourrir notre microbiote. Christian, quelles sont les alternatives parce qu'on ne va pas manger que de la viande et des graisses, en fait, que des protéines et des graisses. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que c'est surtout qu'il y a une tolérance en fait, individuelle selon les personnes, c'est-à-dire qu'en plus, dans les phases d'exclusion du régime sans FODMAP, on exclut certaines catégories pour comprendre lesquelles peuvent poser problème, pour pouvoir réintroduire certaines catégories. Donc déjà, on essaie de jamais éliminer tous les FODMAP. Après, il y a par exemple des légumes comme... un exemple typique, c'est la carotte, qui n'est pas trop riche en FODMAP. Donc, on peut quand même continuer à manger, par exemple, certains légumes. Le fenouil, ça passe. En petite quantité, voilà. Il faut essayer de trouver aussi, en fait, c'est ça, ce régime sans FODMAP. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, c'est question de quantité. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont tolérer un quart ou un demi-avocat et pas plus. Donc, ils vont quand même pouvoir continuer à manger des FODMAP, mais de manière limitée, en essayant d'identifier ce qui pose problème. On a aussi plein de fruits intéressants comme les baies, les framboises, les myrtilles qui ne sont pas forcément trop riches en FODMAP, qui permettent d'apporter des polyphénols, des choses intéressantes pour la santé et de nourrir notre microbiote justement. D'accord, donc il faut vraiment se faire accompagner par un spécialiste parce que ça va dépendre de la sensibilité de chacun en fait. Donc voilà, méfions-nous de tous ces régimes sans qui ne conviennent pas à tout le monde, je pense qu'on l'a bien compris. Méfions-nous également de ces idées reçues qui perdurent en matière d'alimentation, même si elles n'ont aucun fondement scientifique, comme les œufs sont déconseillés pour la santé cardiovasculaire car ils augmenteraient le cholestérol. Oui, alors ça elle est forte celle-là. On en a sélectionné juste quelques-unes, mais celle-là elle est pas mal. Mais c'est bien de alors, basiquement, redire les choses. Dans les problématiques de cholestérol, il faut bien comprendre que 80% du cholestérol, il est fabriqué par notre corps. Donc c'est que 20% qui est apporté par l'alimentation. Donc ça ne sert à rien, même si on a des excès de cholestérol. Déjà, ça sera un grand débat. Quels sont les excès de cholestérol et dans quel cas c'est vraiment problématique. Mais les œufs, franchement, ça apporte... C'est certes riche en cholestérol, mais c'est une proportion infime. Infime, d'accord. Il y a d'autres problématiques qui vont se poser. Et franchement, c'est pas vraiment la priorité. Oui, c'est pas l'aliment à exclure. Il y a d'autres aliments, les viandes très grasses, viande rouge, etc. On va travailler sur d'autres choses. Oui, avant. Ou les fromages surtout. C'est surtout les fromages à pâte dure. Ça, c'est vrai que là, il y a un problème. Qui font monter le mauvais cholestérol. Il ne faut pas manger les fruits en fin de repas car ça fermente. Ça aussi, c'est une idée reçue qui a la dent dure. Ça pourrait perturber la digestion. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Christian? Oui, effectivement, on va dire aux gens, ne mangez pas le fruit à fin de repas, ça va fermenter. Alors, pour que ça fermente, il faut qu'il y ait des bactéries. Et notre estomac, donc, il est extrêmement acide, il y a très, très, très peu de bactéries. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait une fermentation dans notre estomac, sinon il y a un problème. Et manger les fruits en dehors des repas, ça provoque des pics de glycémie, ce n'est pas bon non plus. Effectivement, on conseille plutôt de manger le fruit à la fin du repas parce qu'avec tout le repas qu'il y a eu avant, ça va lisser justement la glycémie, alors qu'un fruit pris tout seul en dehors du repas, ça fera monter la glycémie de manière beaucoup plus importante. Glycémie, insuline, synthèse d'insuline, hormones de stockage. Il ne faut pas mélanger les féculents avec la viande et les légumes, ne pas faire de mélange d'aliments. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça a testé chez certaines personnes qui ont une fragilité digestive. On appelle ça des régimes dissociés. C'est le docteur Shelton, qui a des années de cela, avait proposé cette dissociation. Et en effet, par exemple, consommer des glucides, des féculents avec une viande rouge, par exemple, une viande un peu, on va dire, digestion difficile, encore plus si elle est un peu crue, eh bien là, c'est vrai que ça peut poser problème chez certaines personnes qui ont des souffrances digestives. Donc ça va être des protocoles dissociés qu'on va proposer déjà pour faciliter, on va dire, la digestion chez certaines personnes. Donc, des pommes de terre, parfois avec de la viande rouge un peu crue. Si on a des petits soucis après, c'est que l'association n'est pas idéale. Les édulcorants, c'est toujours mieux que le vrai sucre. Non, ça, je pense qu'il faut le dire une bonne fois pour toutes. On évite tous ces faux sucres, aspartame, acésulfame, etc. C'est toxique pour notre cerveau, pour notre muqueuse digestive. Je pense que ça, c'est un message à rappeler et ça ne prévient pas du tout du diabète, au contraire. Effectivement, c'est pire puisqu'on a montré que ça crée de la résistance à l'insuline, donc ça envoie des faux signaux au corps. C'est comme s'il y avait le sucre qui allait arriver, mais il n'arrive pas. C'est un édulcorant. En plus, certains sont potentiellement cancérigènes, perturbent le microbiote. Et en plus, on a montré que ça favorisait toujours l'envie ça redemandait du sucre derrière, en fait. Et même des gens qui consommaient des édulcorants avaient plus de risques derrière de finir par manger les produits sucrés. Donc, c'est à bannir. Il faut mieux manger un peu de vrai sucre, on va dire, que les édulcorants. Dernière chose, le calcium ne se retrouve que dans les produits laitiers. Ça, c'est faux aussi. Ouais, c'est une idée qui a la dent dure, comme on dit. C'est
Il y a du calcium dans les eaux minérales, hein, il y a des eaux comme Courmayeur ou d'autres, hein, des eaux qui sont calciées, qui sont riches en calcium. Et le calcium des eaux minérales est par exemple aussi bien absorbé que celui des produits laitiers. On a beaucoup dans les légumes crucifères, dans les sardines, quand on mange avec les arêtes. Quand on mange avec les arêtes, voilà. C'est bourré de calcium. Une boîte de sardines, c'est quasiment 50% de l'apport en calcium journalier. Un grand merci à tous les deux. Merci de nous avoir aidés à justement dénoncer ces fameux diktats ou mythes alimentaires. Donc attention à tous ces régimes sans, ils doivent être vraiment suivis dans des cas particuliers et encadrés par un spécialiste. Si vous êtes végétarien, attention aux carences en fer, en vitamine B12, en vitamine B9, mais également en zinc, en vitamine A, D, oméga 3. Enfin, ça fait beaucoup de carences. Oméga 3, oui. Pensez oui, on n'en a pas parlé, mais les oméga 3 aussi. Pensez donc à faire un bilan et à vous complémenter si besoin. Régime sans FODMAP, jamais sur du long terme parce qu'on risque d'aggraver le problème. Quant au gluten sous sa forme moderne, il peut être un facteur d'inflammation intestinale, donc à voir au cas par cas. Un grand merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.